Vincent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors tout d'abord, coup de chapeau, puisque vous nous Merci. annonciez un Bitcoin à 50 000 dollars il y a quelques mois, en fait début janvier, il me J'ai semble, annoncé ça. et vous avez vu juste parce que on y est. Donc Merci. félicitations. Merci. Et on va parler justement du Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin, c'était la valeur de 2020. C'est déjà la valeur de 2021, Ouais, tout à plus fait. de 100% de gains depuis Ouais. le début de l'année. Bon, on a de quoi tout de même crier un peu à la bulle spéculative. Alors, on a un graphique qui est saisissant. C'est celui du Bitcoin donc depuis 2011, il me semble. Alors, ça fait rien pendant quelques temps. Et puis, on a un emballement. Et cet emballement s'accélère là depuis 2 ans avec une ascension verticale du Bitcoin. Donc, est-ce qu'on est en bulle ou pas, Vincent? Oui, alors effectivement, l'année commence à peine et le Bitcoin est déjà numéro un en termes de performance boursière. Il l'était déjà en 2020. Pourtant, en 2020, on parlait beaucoup des valeurs technologiques du Nasdaq, les stars technologiques du Nasdaq. En fait, Bitcoin était déjà numéro un. D'ailleurs, il était aussi numéro un en 2019. Alors, et même depuis 10 ans, il doit avoir que 2 années négatives. Alors, effectivement, les détracteurs du Bitcoin, puisqu'il y a ce qu'on appelle les crypto haters, et puis il y a les fans, hein, maintenant il y a une opposition forte entre les deux camps, crient à la bulle spéculative. La bulle spéculative, une définition de base, c'est un actif qui s'envole en bourse de manière verticale, en décorrélation avec ses fondamentaux. Alors si on regarde un graphique standard du cours du Bitcoin, on peut avoir cette impression, un graphique linéaire, simplement exprimé en monnaie, en dollars par exemple, avec un long plateau de plusieurs années, et puis depuis un an et demi, on s'envolerait de manière verticale, en mode fusée, rappelant les pires bulles spéculatives, celle du pétrole en 2007-2008, celle du nickel dans les années 80, et on sait ce qui s'est passé, retour à la case départ. En réalité, la vitesse de hausse est rapide, mais c'est une mauvaise représentation graphique. Il y a une autre solution qui est de représenter le cours du Bitcoin en pourcentage avec une échelle dite logarithmique. Et là, on réalise en fait que ce n'est pas une bulle spéculative, c'est-à-dire qu'il y a des phases d'impulsion qui durent plusieurs années, un an et demi, Mhm. et des longues phases de trading range, on appelle ça des plateaux, et puis le marché en sort par le haut, à nouveau une phase de plateau, et le marché en sort à nouveau par le haut. En C'est ce fait, qu'on a vu apparaître là, hein. exactement, le mouvement haussier du Bitcoin est beaucoup plus construit que ce qu'on le pense, mais comme on vient de quelques centimes, en 2010, les premières cotations avec du volume, ça valait quelques centimes. Et forcément, lorsqu'on vient de quelques centimes et que maintenant on en vaut 58 000 et qu'on représentera sur un seul graphique avec une échelle standard, eh bien on ne perçoit pas visuellement les variations du Bitcoin. Donc en échelle logarithmique, c'est-à-dire un axe désordonné en pourcentage et non pas en monnaie, on voit les différentes étapes et c'est un mouvement beaucoup plus construit. Ce n'est pas une hausse verticale depuis 10 ans, des hausses, des plateaux. Les plateaux durent même parfois un an et demi, 2 ans. Donc il y a cette caractéristique des bulles spéculatives qui est un mouvement vertical permanent qu'on ne retrouve pas chez le Bitcoin. Bon, alors je nuance tout de même, la hausse que nous connaissons depuis 12 mois maintenant est quand même impressionnante. Si le marché devait aller maintenant en ligne droite à 100 000 dollars, 150 000 dans les prochaines semaines, là on commencera à avoir certaines caractéristiques de bulles spéculatives, ne serait-ce qu'en observant le rythme de marché. Mais quand on s'interroge à l'existence, à propos de l'existence d'une bulle, on se réfère également à la valeur sous-jacente de l'actif. Donc quand on a des actions, ben, on prend la valeur d'actif, puis on se dit, est-ce qu'on s'écarte par trop de cette Ouais. valeur d'actif à la hausse? Pour le Bitcoin, c'est plus compliqué tout de même. Alors effectivement, le marché action, on sait le valoriser parce qu'il y a des méthodes académiques, des méthodes normées pour valoriser une action. On connaît tous le price earning ratio, l'actualisation des flux futurs et que sais-je, des méthodes aussi basées sur la distribution de dividendes. Enfin, je peux en citer un certain nombre. Il n'y a aucun modèle de valorisation du Bitcoin. Alors comment faire? Comment savoir justement s'il s'écarte de ses fondamentaux? Bah, il Moi, faudrait peut-être d'abord se demander ce que c'est que le Bitcoin finalement. Est-ce que c'est une vraie monnaie Exactement. ou pas? Alors, effectivement, il faut à ce moment-là remonter à ce qu'on pourrait appeler la genèse du Bitcoin. C'est une monnaie virtuelle, mais d'où ça vient? Alors, le Bitcoin est jeune déjà. En bourse, c'est vraiment un jeune enfant. Son créateur est mystérieux. Il se fait appeler Satoshi Nakamoto, le créateur du réseau blockchain en 2008. Et c'est sur ce réseau blockchain que le Bitcoin s'appuie pour ses échanges. Alors Satoshi Nakamoto, d'ailleurs, on en a pu entendu parler depuis 10 ans. Il a fait beaucoup parler de lui en 2008, 2009, et quelque part en 2010, il a cessé d'être actif sur les principaux forums cryptoactifs. Pourquoi est-ce qu'il a créé Bitcoin? Rappelez-vous, 2008, qu'est-ce que c'était? La crise financière. Mhm. Je ne sais pas, on se souvient de la faillite de Lehman Brothers, qui devait être en août 2008.
De mémoire, le livre blanc du Bitcoin doit être quelque part entre octobre et novembre 2008. À la base, Satoshi Nakamoto a voulu créer une monnaie virtuelle qui soit en dehors du système bancaire pour échapper au risque de voir sa banque faire faillite et de perdre son épargne. Et surtout, il a voulu créer une monnaie qui permette de s'échanger entre un acheteur et un vendeur sans passer par ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire là, entre autres, une banque. Donc à la base, c'est une monnaie. Bon, une monnaie, on ne la valorise pas. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, comment valoriser le Bitcoin? Si c'est une monnaie, elle sert à faire des échanges. Il y a une valeur marchande. Son utilisation par les marchands, par les commerçants. Alors ça, c'est vraiment le cœur de la valeur du Bitcoin. Le problème, c'est que c'est un système décentralisé. Il n'y a aucun organisme, il n'y a pas l'équivalent de la Banque des règlements internationaux pour le Forex, par exemple. Vous savez que sur le Forex, le marché des changes, la Banque des règlements internationaux fédère, entre guillemets, les banques centrales. Là, c'est un système décentralisé. La blockchain est décentralisée et tous les échanges de Bitcoin au sein de la blockchain, c'est décentralisé. Cependant, on va commencer à avoir les informations parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, les grands noms de la monnaie, on peut citer PayPal en novembre dernier, maintenant on parle beaucoup de Visa, de Mastercard, ont ou sont en train, et vont davantage le faire, intégrer les bitcoins le bitcoin et les principales crypto-monnaies à leur système de paiement. Donc et son ces usage transactionnel se répand. Exactement, et ces entreprises-là, à mesure que le temps va passer, vont commencer à donner les chiffres du volume. PayPal l'a un petit peu fait en début d'année en publiant ses résultats 2020, mais le Bitcoin est arrivé chez PayPal en novembre, donc le recul est insuffisant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une dynamique haussière de son utilisation par les commerçants. Là, il y a une corrélation avec la dynamique haussière du prix. Dans la valeur du Bitcoin, il y a aussi un autre aspect, n'oublions pas son aspect boursier, actif financier, c'est-à-dire son utilisation par la finance en tant qu'actif de placement. Par la finance institutionnelle, par exemple, via les contrats futurs, les contrats d'options. On peut aussi investir de manière spot, c'est-à-dire sans contrat à terme et sans levier sur le Bitcoin. Il y a aussi un autre aspect, et ça aussi c'est tout récent, c'est son utilisation par les trésoriers d'entreprise lorsqu'il s'agit de gérer l'épargne d'une entreprise. Et là, c'est Tesla qui a beaucoup fait parler d'elle, l'entreprise Tesla, ces derniers mois, puisque Elon Musk a annoncé que Tesla avait investi, je crois, 1,5 milliard de sa trésorerie, c'est pas rien, 1,5 milliard en Bitcoin l'été dernier, et d'autres entreprises lui emboîtent le pas. Donc, valeur marchande, valeur financière, et enfin, juste pour revenir à la genèse, je vous ai expliqué que c'est une monnaie virtuelle. Comme toute monnaie, il y a ce qu'on appelle une masse monétaire. Alors on a un graphique justement qui est assez intéressant puisque cette masse monétaire, elle est plafonnée. Pour le Bitcoin, on sait qu'elle sera de 21 millions d'unités. Exactement. Exactement. Et ça, c'est la différence majeure avec ce qui se passe actuellement. Prenez les monnaies classiques, le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen. Et ça y est. Alors, depuis 2008, on sait que les banques centrales impriment beaucoup de monnaie pour financer leur politique monétaire. Donc, lorsque vous regardez la courbe d'une masse monétaire du dollar, par exemple, mais c'est la même chose pour l'euro, c'est une courbe de plus en plus ascendante, une courbe presque exponentielle depuis la crise sanitaire. C'est une courbe dite convexe. Imaginez pour le Bitcoin, c'est complètement différent, c'est concave. C'est-à-dire que c'est limité à 21 millions d'unités. Et dans le code source informatique du Bitcoin, au-delà de ce plafond à 21 millions d'unités, il y a aussi la vitesse de production des Bitcoins qui diminue. Ce qui fait que la courbe du dollar fait comme ça et celle du Bitcoin fait comme ça. Donc on aurait un effet rareté. Exactement, il y a un facteur rareté. Alors ça c'est pareil, comment est-ce qu'on le valorise dans la valeur du Bitcoin? Il n'y a aucun algorithme actuellement qui existe, mais si on additionne tout ça, le facteur rareté plus l'utilisation par les marchands largement développé ces derniers mois par les grands noms de la monnaie qui l'intègrent, et ça, on n'en est qu'au début. C'est que le début en plus, plus la partie haute finance, plus la partie trésorerie d'entreprise, égale 4 dynamiques haussières qu'on peut rapprocher la dynamique haussière du prix. Alors maintenant, à quel niveau de prix ça correspond, ça franchement personne ne le sait. Alors avant qu'on en vienne au prix, question qui intéresse tout le monde bien évidemment, mais ménageons le suspense, un graphique qui est intéressant, c'est la place que prend le Bitcoin dans les gestions institutionnelles, parce que les flux sont généralement le fait des institutionnels. Quand vous avez des flux, généralement l'actif s'apprécie. Alors là c'est un graphique plutôt parlant, puisqu'on a donc les options et les futurs sur le Bitcoin à la bourse de Chicago. Et on voit que depuis avril 2018, ça a tout de même bien progressé, même si ces derniers mois, ça a un peu fléchi. Oui, alors tout à fait. C'est très important, d'autant plus sur le Bitcoin, parce qu'on sait que la grande majorité des Bitcoins sont possédés par ce qu'on appelle des baleines, c'est-à-dire des
des institutionnels, des gros fonds. Ce sont eux en fait qui ont fait le prix et finalement tous les petits échanges autour à côté ne créent pas la dynamique de fond. Pour que le Bitcoin fasse son entrée en finance institutionnelle, il y a déjà une première condition, il faut que ce soit possible, c'est-à-dire légal, juridiquement possible. Et ça, c'est aux sociétés de gestion de fonds de le décider. Et récemment, là aussi, finalement, toute l'actualité forte, c'est vraiment sur les 6 derniers mois. Des grands noms de la finance internationale, je peux vous citer BlackRock, qui est simplement le numéro 1 mondial, je peux vous citer Morgan Stanley, ont rendu certains de leurs fonds éligibles. Alors à quoi? Pas au Bitcoin en général, au contrat à terme Bitcoin. C'est-à-dire un contrat à terme, c'est soit un contrat futur, soit un contrat d'option. Et justement, ces produits existent. Alors, c'est récent. Les premiers contrats futurs sont arrivés en 2018 sur différents exchanges, c'est-à-dire différentes bourses cryptographiques, parce que ce n'est pas centralisé. La plus connue d'entre elles étant, parce qu'elle rassure, parce qu'elle propose des produits, des contrats futurs et des contrats d'options sur le marché des changes, les indices, les matières premières, la bourse de Chicago. Oui. Voilà, donc lorsqu'on a vu la bourse de Chicago, le fameux CME, lancer ses contrats futurs Bitcoin, là tout de suite, mais c'était le début, mais ça rassure. Alors depuis, ces contrats futurs de la bourse de Chicago qu'on voit sur le graphique ont vu leur volume s'envoler, peut-être x3 en 2 ans. Et plus proche de nous, il y a environ 1 an, ce sont des contrats d'options qui ont été lancés. Et là aussi, le volume augmente sensiblement. Et donc, ce volume sur les contrats futurs et les contrats d'options Bitcoin, qui est croissant à la bourse de Chicago, dites-vous bien qu'il est aussi croissant sur toutes les autres bourses cryptographiques, les exchanges crypto. Et donc voilà, c'est vraiment le meilleur symbole de l'adoption par la haute finance. Alors c'est un point majeur, puisqu'en effet, ça crédibilise le Bitcoin, mais je pense qu'on ne va pas résoudre, enfin, vider la controverse et la querelle là, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur un des arguments opposés par les détracteurs du Bitcoin qui consiste à dire le Bitcoin c'est très bien, mais le jour où les banques centrales disent bah, la fin de partie a sonné, donc là maintenant vous reprenez vos billes et vous allez jouer ailleurs, le Bitcoin ne vaut plus rien. Alors, disons que ça, c'était un risque, je dirais, il y a peut-être encore quelques années, quand elle regardait ça de loin, elle voyait ça comme un danger, elle communiquait dessus comme... maintenant, depuis quelques années, ça a changé. Elles se mettent à le réguler. D'où viendrait la régulation des cryptos? Eh bien, ce sont les autorités boursières nationales, prenons l'AMF en France, en accord avec les banques centrales. Et maintenant, eh bien, ces autorités-là, banques centrales compris, se sont mis justement à regarder de plus près, à presque commencer à noter certains projets cryptographiques, à dire tel ou tel crypto c'est du solide ou pas, et à apporter un début de normes juridiques. D'autre part, on sait aussi que certaines banques centrales créent ou ont le projet, ou ont le projet de créer leur propre monnaie cryptographique centrale. Mais est-ce qu'elle ne risque pas de concurrencer jusqu'à la mort le Bitcoin? Donc à ce moment-là, elles s'y mettent aussi. Et l'idée, c'est que le Bitcoin, qui est la crypto leader sur la blockchain publique, en termes de poids du Bitcoin dans la blockchain publique, je crois de mémoire, on appelle ça la dominance, c'est autour des 60-65%. Donc Bitcoin reste pour le moment incontournable. Mais oui, d'autres jetons arrivent. On peut parler d'Ethereum sur la blockchain publique. Les banques centrales créent aussi leur crypto. Finalement, elles s'y sont mis aussi. Elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas passer à côté de la blockchain. Donc maintenant, il n'y a plus d'opposition. Tout le monde s'y met. Et je pense que même certains fonds qui sont encore récalcitrants, on a vu Amundi, par exemple, communiquer récemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amundi a récemment communiqué en expliquant que, bon, pour l'instant, ils n'avaient pas l'intention de rendre éligibles leurs fonds aux cryptos, mais ils reconnaissent qu'il y a une très forte demande de leurs clients. Donc, c'est qu'une question de temps, en fait. Le temps, maintenant, à moins d'une décision mondiale de mettre un énorme stop, le temps va jouer en faveur des cryptos. Puisque l'usage se répand. Exactement. Alors, revenons-en au prix. Oui. Parce que c'est une question qui taraude un peu tout le monde. Quand on regarde, c'est un histogramme que vous nous avez apporté et qui est assez saisissant, les performances annuelles du Bitcoin, vous le disiez, on a eu que peu d'années de baisse, en fait on en a eu 2, 2014 et 2018, mais toutes les autres se sont soldées par des gains monumentaux. Donc quand on regarde ça, on se dit, donc depuis 2011, votre graphique couvre la période 2011-2020. Quand on regarde ça, on se dit, finalement, quasiment à tous les coups, on gagne. Est-ce que c'est pas regarder les choses tout de même
d'un peu trop loin. Oui, tout à fait. Alors, les performances sont impressionnantes parce qu'on vient de quelques centimes, donc c'était surtout très impressionnant dans la première partie des années 2010. Mais oui, au final, il n'y a que 2 années négatives depuis plus de 10 ans. Donc oui, le Bitcoin est un actif avec un pourcentage return important. C'est très rentable. Après, ça c'est la part de lumière, c'est-à-dire que c'est très rentable, mais aussi la part d'ombre. La part d'ombre, c'est quoi? Alors, ça s'affiche sous vos yeux, c'est ce qu'on appelle... Il y a plusieurs types de statistiques de risque, de volatilité. Moi, j'en ai choisi une parce qu'elle me paraît parlante, c'est ce qu'on appelle le max drawdown, c'est-à-dire au sein d'une année, donc le max drawdown annuel, au sein d'une année, le décalage qui est possible. Alors, un exemple, on peut très bien au sein d'une année passer de 10 à 100, mais si je suis passé de 10 à 80 et qu'entre-temps je retombe à 40, je divise par 2, mais que je finis l'année à 100, j'ai bien fait une année de 10 à 100, c'est fantastique, mais entre-temps je suis passé de 80 à 40. Prenez tous ceux qui ont investi entre 70 et... Donc, voilà, Et c'est les très max rentable. drawdown, là, sont tout de même aussi assez copieux. Oui, alors Hein. voilà, donc il y a deux types de max drawdown. Dans les phases dites de bull run, comme on connaît actuellement, le max drawdown tourne autour des 30%. C'est pas rien, c'est-à-dire que si là même, imaginons qu'on aille d'ici la fin d'année à 80 000 dollars, ça peut très bien faire un moins 30 en une semaine. C'est pas tout le monde qui peut encaisser ça, surtout les positions à effet de levier. Donc c'est aussi la limite actuelle à une part importante des cryptos dans les portefeuilles des gérants, c'est que les gérants regardent avant tout le risque, et lorsqu'on a des stades de volatilité comme ça ne peut pas occuper plus que de 1 ou 2% enfin, 1 ou 2 points de pourcentage au sein d'une gestion. Mais d'ailleurs, le Bitcoin n'a pas du tout l'ambition de remplacer les actions, les obligations ou la monnaie ou que sais-je. L'ambition du Bitcoin, si on peut lui donner une ambition, parce que bon, ça reste un code source informatique, hein, c'est pas vivant, c'est à terme d'avoir toute petite place dans les gestions de portefeuille. Donc, mais actuellement, ces stades de risque, avec le volume qui va augmenter, ça diminuera, mais là, sont beaucoup trop importantes pour que sa place dépasse celle qui est la sienne maintenant. La place qu'on lui assigne, Ouais. c'est-à-dire une place minoritaire dans un Pour portefeuille, le moment, ouais. pour gérer le risque convenablement. Exactement. Alors, je vais m'appuyer sur vos graphiques là pour tout de même bien insister, parce qu'en 2019, donc, le Bitcoin s'est apprécié sur l'ensemble de l'exercice de 235%, ce n'est pas rien, Ouais. mais ceux qui auraient investi au mauvais moment en ont été pour le frais, puisqu'ils auraient subi un max drawdown. Bon, imaginons vraiment être malchanceux. Eh bien, le max drawdown était de 78%. Donc, qui peut C'est résister, en effet, c'est ce que vous disiez, Vincent, ça. très justement, qui peut endurer une telle souffrance? Parce que là, c'est quasiment une souffrance physique. Hein. Quand vous voyez Exactement. fondre vos Ah bah là, économies comme ça, là, c'est le compte de trading qui tombe par terre. Mais alors, je pense maintenant que les drawdowns vont diminuer à mesure que les années passent. Je ne pense pas qu'on refera une année avec un max drawdown à moins 80. Le volume a vraiment significativement augmenté. Mais malgré tout, ça peut faire un moins 30, moins 40 sans souci. C'est-à-dire que là, si on regarde un graphique technique, moi je pense personnellement qu'on ira chercher les 80 000 d'ici la fin d'année. On peut entre-temps repasser à 30 ou 35 000. Sur un graphique, c'est presque invisible, mais dans les faits concrets, pour les capitaux, ça peut faire mal. et en 2021, le max drawdown est déjà de 25%. Exactement, Hein. ouais, Donc, ouais. 25%, il faut être préparé à subir de la volatilité. Et alors, en plus, si on prend de l'effet de levier, alors là, je vous dis pas. Oui, il faut éviter. Là, pour le coup, la base sur l'investissement en crypto, c'est y aller dans ce qu'on appelle un investissement spot, quoi. C'est-à-dire, j'ai 10 000, je mets 10 000. J'ai 10 000, je ne mets pas 50 000, quoi. Sinon, il faut avoir un timing hyper serré pour éviter le risque de Oui, drawdown, mais quoi. ça, seuls les plus avertis Ouais, sont capables de le faire. ils sont pas nombreux. Et encore, et ils ne sont pas nombreux. Donc, précaution. Euh, Question essentielle tout de même quand on parle des marchés aujourd'hui, c'est l'influence de la remontée des taux sur les actifs. Bon, la question elle est centrale pour les actions, pour les marchés obligataires bien évidemment aussi. Est-ce que le Bitcoin peut souffrir de la remontée des taux longs, notamment américains? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois. La remontée des taux d'intérêt, déjà, ce sont les taux d'intérêt souverains qui remontent et essentiellement la partie longue de la courbe. Si vous regardez la courbe des taux, les taux courts remontent un petit peu, mais vous prenez le spread américain 10 ans, 2 ans, bon, voilà, on comprend bien que ce sont les taux longs qui remontent. Alors déjà, ces taux longs souverains, pour l'instant, n'impactent pas les taux des entreprises, le crédit corporate. Il n'y a pas de contagion. Mais déjà, Bitcoin n'est pas une entreprise. Bitcoin n'a pas de dette, n'a pas un bilan. En taux d'intérêt, en tant que coût d'emprunt,
Le Bitcoin s'en fiche. Bon, très bien. Alors maintenant, on sait que si les taux d'intérêt remontent fortement, et notamment sur les entreprises, les obligations d'entreprise, ça peut détourner des fonds des actions vers les obligations d'entreprise. Il y a un rapport comme ça, historique, action-obligation, et un déplacement des capitaux vers les obligations lorsque le rendement des obligations augmente. Devient plus Voilà, attractif. mais il n'y a pas du tout ce lien avec Bitcoin. Alors, du coup, où se trouve le lien? Alors, il existe quand même tout un lien. Si on regarde du côté des corrélations depuis 12 mois, les corrélations depuis le choc boursier du Covid en mars 2020. Prenons donc les coefficients de corrélation linéaire qui doivent s'afficher entre mars 2020 à nos jours. Alors, ce sont les corrélations entre le Bitcoin et les autres classes d'actifs. Exactement, il s'agit donc des coefficients de corrélation linéaire, donc entre moins 1 et 1 entre Bitcoin et l'or, les indices boursiers et les taux. Et donc, lorsqu'on tend vers 1, il y a une corrélation positive. Et ce qu'on observe, c'est que Bitcoin a été corrélé positivement à la remontée des taux longs, c'était la reprise économique, la sanction de la reprise économique, sanction positive, à la remontée des indices boursiers et à la remontée des matières premières, mais pas n'importe lesquelles, celles dites procycliques. Bon, j'ai choisi le pétrole pour. Il n'y a pas mieux. Donc, le Bitcoin actuellement en bourse est traité comme un actif dit risk on. Il est corrélé au risque. Et donc, si à un moment ou à un autre, les taux d'intérêt viennent nuire à ces actifs risqués, du fait des corrélations observées depuis 12 mois, ça pourrait nuire au Bitcoin. Mais là encore, ça peut changer très vite. Bitcoin pourrait, je ne sais pas, devenir une valeur refuge, ce qu'il n'a jamais été pour le moment. Ça, il y en a qui défendent ça, mais je ne suis pas d'accord. Donc, Donc la comparaison avec l'or ne tient pas pour vous. c'est variable. En fait, c'est variable. Si on reste justement du côté des corrélations, de mémoire, c'est autour des moins 0,22, donc légèrement négatif, c'est comme s'il n'y avait pas de lien. En fait, ça dépend des périodes. L'or actuellement souffre de la remontée des taux, donc l'or est pénalisé, et le Bitcoin monte parce qu'il est lié aux actions. On peut avoir l'impression qu'il y a une corrélation inverse, Gold-Bitcoin. Mais on a vu aussi des phases de marché où ils pouvaient avancer ensemble. Donc, pour moi, le Bitcoin est encore trop jeune pour qu'on lui trouve des corrélations bien fixes et durables. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il n'y a actuellement pas de lien ni direct ni indirect concret entre les taux et le cours du Bitcoin. Mais ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est qu'il se comporte pour le moment, Comme une action, comme marché action. Exactement. Donc il faut le considérer comme un actif risqué. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un point essentiel. Bon, on va essayer de se projeter. Vous avez déjà peut-être un peu vendu la mèche parce que vous avez évoqué un prix. Alors bon, très bien. Est-ce que on a, pour apprécier la dynamique du Bitcoin et son potentiel, des informations du point de vue de l'analyse technique qui nous permettent de définir des durées de cycle, tant à la hausse que de correction ou de stabilisation ou de digestion? Ouais, alors bon, vous savez que je suis un analyste chartiste avant tout, donc sur un graphique, effectivement, il y a l'axe des prix, l'axe des ordonnées, celui que tout le monde regarde, et l'axe du temps, celui que personne ne regarde. On peut pratiquer l'analyse technique sur l'axe du temps. Alors ma réponse sera double. Comme nous l'avons vu sur un graphique en tout début, le Bitcoin, c'est une alternance de phases dites de bull run et de plateau. Bull run, plateau. Et comme ça depuis 10 ans. Il n'y a pas beaucoup d'occurrences, donc faire des moyennes là-dessus, ça peut ne pas tenir la route, malgré tout, si on se concentre sur les phases de bull run. Comme... Bull run, parce que là vous employez le terme, mais je ne suis pas sûr qu'on ait bien précisé ce que c'était. Alors, Donc bull run, c'est une accélération haussière. C'est ça exactement, bull pour bullish, run, l'avancée, le mouvement. Donc ce sont les phases... Alors bullish, c'est le jargon... pour voilà. ceux qui ne connaissent pas le jargon boursier, les bulls, ce sont les haussiers. Les bears, les ours, Exactement. en anglais, ce sont les baissiers. Exactement. Et puis en plus, le monde cryptographique a son propre jargon. Et donc voilà, bull run, ça les excite tous parce que c'est là où ils font beaucoup d'argent. Donc actuellement, nous sommes en bull run sur le Bitcoin. Et donc si on fait la moyenne en termes de durée des bull run depuis 11 ans, on trouve 8,5 mois. Sauf que bon, il n'y en a pas eu suffisamment pour qu'on puisse dire tous les bull runs vont tendre vers cette moyenne. Mais jouons le jeu. Imaginons qu'on applique ces 8,5 mois depuis le début du bull run, c'est-à-dire le point de départ est précis, c'est lorsqu'on dépasse l'ancien record historique. Donc c'est ça, c'est la date qui compte. Le point de départ, c'est lorsqu'on dépasse l'ancien record historique. C'était donc pour le Bitcoin mi-décembre 2020, lorsqu'on a dépassé les 20 000 $ qui avaient été atteints en décembre 2017. Et donc depuis mi-décembre dernier, j'ajoute bêtement 8,5 mois, et je tombe en septembre prochain. Alors, je ne dis absolument pas que la phase d'hausse actuellement va se terminer en septembre, mais c'est plus ou moins ceux qui s'amusent comme moi à faire ce genre de calcul. C'est le mois qui tombe. En fait, on peut parler de la fin d'année 2021, dernier trimestre, quoi.
Est-ce qu'il y a des mois tout de même qui sont plus porteurs pour le Bitcoin? Est-ce qu'on a assez de recul pour le savoir? Alors déjà un peu plus, oui, parce qu'on a 12 ans, donc bon, bah, ça fait, on a 12 mois, à chaque fois on peut faire une moyenne. Ce qui ressort, c'est que la période du printemps, par exemple avril-mai, qu'on vit maintenant et qu'on va vivre, est une période plutôt performante. Ainsi que août-septembre, en fait cette dernière partie de l'année. Et mars est plutôt un mois moyen, et d'ailleurs depuis fin février, on était plutôt en range. Donc c'est ce qu'on appelle la saisonnalité, et si on suit cette saisonnalité, les prochaines semaines pourraient être intéressantes. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a, je ne sais pas, un mois d'avril qui en moyenne fait plus 40% que avril 2021 va faire plus 40. Donc on peut, oui, commencer à regarder ce type de statistiques, mais non parce que on n'a pas suffisamment de mois à entrer dans la statistique, quoi. D'accord. Donc, à prendre avec beaucoup de De loin. précautions et Voilà. ne pas tirer de conclusions C'est ça. hâtives de ces statistiques puisqu'elles sont C'est trop jeune en fait. trop fraîches et pas assez étendues pour qu'on puisse en tirer C'est ça. vraiment des enseignements profitables et certains. Bon, alors, il faut qu'on aborde définitivement la question du prix. Là, vous avez tout de même brossé un panorama plutôt favorable au Bitcoin. Si, encore une fois, j'ai bien capté ce que vous disiez, Vincent. Jusqu'où peut-il aller cette année? Alors, vous avez évoqué 80 000 $. C'est un Alors, véritable objectif de votre part? alors, actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle le price discovery. Ça aussi, en crypto, ça fait partie du jargon. C'est-à-dire, on évolue sur des nouveaux records historiques. Donc, on n'a pas de repère passé. C'est toujours plus simple lorsqu'on a un ancien record et qu'on le vise. Là, on l'a dépassé. Alors, l'analyse technique dispose d'outils pour faire des projections. Très bien, ça vaut ce que ça vaut. Finalement, tout le monde peut trouver son objectif. Les chiffres ronds, on se dit, bon, bah, du coup, 100 000, pourquoi pas, hein, pourquoi pas aller à 100 000, mais pourquoi? Moi, j'ai une approche peut-être un peu plus scientifique, bon, façon de parler, étant donné que les institutionnels arrivent de plus en plus et que le volume augmente sur notamment le marché des options. Une option, pour synthétiser, c'est un sens déjà, call ou put, c'est une échéance, un jour dans le mois, et ce qu'on appelle un strike ou prix d'exercice, un prix cible. Donc moi je me suis tourné du côté des options dites call, qui jouent la hausse cette année, notamment en fin d'année, en Alors, regardant comment le volume se répartit sur ces options call, mois par mois, en fonction des prix d'exercice. alors, c'est justement le graphique qu'on voit apparaître à l'écran. Donc, les barres jaunes figurent les calls et les barres Tout à fait. rouges représentent les puts, c'est-à-dire les options à la vente, ceux qui C'est jouent ça. la baisse du C'est ça, Bitcoin. c'est ça. Et donc, on a sur l'abscisse les prix d'exercice visés. C'est ça. Alors, c'est à partir de ça que vous fondez finalement Alors, votre objectif et je prévision. me dis, et pourquoi pas, ça peut être, en tout cas, ça permet de voir les anticipations des institutionnels à un instant T, et donc ce qu'on appelle l'open interest, ou le volume sur le marché des options, on ne parle pas de volume, on parle d'open interest, de position ouverte, eh bien, c'est le plus important. Si je prends l'échéance de septembre prochain, de fin septembre prochain, sur l'option call de strike 80 000 et celle de strike 100 000. Donc moi, mon scénario serait la fin du bull run actuel quelque part autour de septembre-octobre prochain, quelque part autour de 80 000 et 100 000 $ prochains, et je ne rajouterai pas un autre quelque part. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, alors, tous ceux qui nous suivent comprennent bien ce qui est affiché à l'écran. Donc, là, en effet, les barres les plus hautes, ce sont celles du prix d'exercice 80 000 et 100 000 pour l'option échéance 24 septembre 2021. Donc, c'est assez Sur les précis. calls et sur les calls. Donc, ça veut dire que les positions des institutionnels sont majoritaires sur ce prix d'exercice. C'est là où on retrouve le plus de paris haussiers, chez les instituts. Et sachant que la grégarité contribue à la formation des prix, c'est intéressant comme information. Alors c'est intéressant comme information, et moi j'observe ça en permanence en fait. Est-ce que c'est fiable? Je n'ai pas backtesté. Pour répondre à cette question, il faudrait backtester, il faudrait tout reprendre à un instant T, qu'est-ce qu'ils anticipaient à cet instant et où est-ce qu'on est allé. Mais alors, moi j'ai regardé mars, fin février, leurs anticipations pour mars. Eh bien, globalement, ils étaient dans le vrai. C'était un mois très neutre, si je faisais la moyenne des anticipations des institutionnels. Et en mars, le Bitcoin n'a fait qu'osciller dans un range entre 42 000 et 62 000 $. Bon, c'est une approche comme une autre lorsqu'on est dans cette phase de nouveau record historique et qu'on ne sait pas quel prix viser puisqu'on n'a pas de résistance passée.
Donc, en tout cas, vous dites potentiellement le Bitcoin entre 80 et 100 000 $, troisième Septembre, trimestre, octobre quatrième prochain, ouais. trimestre. C'est ça. Vincent, merci beaucoup. Merci Vincent.